Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Africap Télévision, la chaîne du continent, et merci encore une fois pour votre fidélité à notre rendez-vous du vendredi soir pour À votre avis. Dans le monde, une personne sur 8 a faim. La moitié de la population en Afrique subsaharienne vit avec moins de 1,25 $ par jour. 83% de la population n'ayant pas accès à l'eau potable vit dans des zones rurales. Et plus de 2,5 milliards de personnes manquent d'installations hygiéniques améliorées, c'est-à-dire simplement des toilettes correctes. En 2011, 57 millions d'enfants en âge d'école primaire n'étaient pas scolarisés. Plus de la moitié de ces enfants non scolarisés vivent en Afrique subsaharienne. Et c'est aussi notre continent qui possède le taux le plus élevé d'abandon scolaire prématuré dans le monde. Ainsi, un peu plus de 2 élèves sur 5 qui ont commencé l'école primaire en 2010 ne poursuivront pas leur scolarité jusqu'à la dernière année primaire. L'Afrique subsaharienne dans son ensemble affiche aussi le taux de mortalité maternelle le plus élevé du monde et une prévalence de la contraception de seulement 25%. L'Afrique compte 69% de personnes vivant avec le VIH dans le monde et les taux de prévalence sont environ 25 fois plus élevés en Afrique qu'en Asie. En 2012, l'aide publique au développement bilatéral net aux pays les moins avancés a diminué de 13%. Entre 2005 et 2010, les pertes nettes de forêts en Afrique se sont élevées à 3,4 millions d'hectares par an. Par ailleurs, l'Afrique subsaharienne reste la région ayant le taux de pénétration des technologies de l'information et de la communication le plus faible au monde, avec moins de 20% de la population utilisant Internet. En l'an 2000, 193 États membres des Nations Unies et 23 organisations internationales se sont réunis à New York pour convenir d'atteindre en 2015 les objectifs du millénaire pour le développement, qui sont réduire l'extrême pauvreté et la faim, assurer à tous l'éducation primaire, promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, réduire la mortalité infantile, améliorer la santé maternelle, combattre le VIH-Sida, le paludisme et les autres maladies, assurer un environnement humain durable et enfin, construire un partenariat mondial pour le développement. Nous sommes en 2014, un an avant l'échéance. Où en est l'Afrique de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement? À votre avis, ouvre le débat ce soir et avec un invité. Oui, nous n'avons qu'un invité aujourd'hui parce que malheureusement, le second invité, à la dernière minute, a eu un empêchement, cas de force majeure. Mais j'ai le plaisir donc de vous présenter notre invité qui s'appelle Alioune Gueye. Bonsoir, Monsieur Gueye. Bonsoir. Vous êtes le président du réseau panafricain des jeunes leaders des Nations Unies pour l'atteinte des OMD, Rojalnu Afrique. Exactement. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Très bien. Et au cours de l'émission, vous aurez à répondre à nos téléspectateurs, soit en duplex, soit ceux qui interviendront par le téléphone. Mais pour commencer, voyons ce que les Africains pensent de notre thématique de ce soir dans le micro-trottoir d'À votre avis. Au niveau des budgets des États, les ressources ne croissent pas aussi vite que la démographie. Il faut voir que l'Afrique connaît les taux de croissance démographique les plus élevés.
Mais ça signifie qu'il y a des pressions énormes sur les ressources et sur les infrastructures. Et les budgets ne suivent pas parce qu'il n'y a pas de croissance économique. Et d'un autre côté, les flux d'aide publique au développement ne suivent pas. Les pays développés et qui fournissent cette aide et ont un autre agenda et font face à des situations domestiques qui font que les montants qu'on devrait pouvoir injecter dans les pays à faible revenu n'ont pas été dégagés. On ne peut pas les atteindre tout de suite parce que le contexte socio-économique de nos États, ça ne permet pas ça. Il y a la morosité, il y a eu la crise financière, etc. etc. Et puis, même le Fonds mondial qui aujourd'hui lutte pour éradiquer, ou pour en tout cas atténuer les maladies comme tuberculose, paludisme et sida, n'a pas les moyens de sa politique. L'Afrique en général a dû faire face à des défis parce que les autres continents ont eu, comme l'Europe après la guerre, il y a eu le plan Marshall pour aider l'Europe à se développer, à se remettre sur le train du développement. L'Afrique, quant à elle, après les indépendances et l'accession des élites au pouvoir, et à cause des mots que j'ai cités et la mauvaise gouvernance, a eu beaucoup de mal à prendre le train du développement en marche. Moi, je dirais que l'objectif donné par la communauté internationale et la date même précise qui a été donnée, qui est 2015. 2015, c'est demain. Et jusque-là, on constate qu'il y a quand même de recul dans certains secteurs ou dans certains objectifs que la communauté internationale et nationale s'est donné pour palayer et atteindre ou éliminer un certain nombre de maux qui assaillent le monde entier. L'Afrique n'est pas parvenue à atteindre les OMD à cause de plusieurs raisons. D'abord des raisons structurelles. Il y a aussi des raisons politiques, surtout parce que l'Afrique est la chasse gardée de l'Occident, vous le savez. Et il y a beaucoup de ces situations-là qui font que les Occidentaux ne veulent même pas que l'Afrique se développe. Parce que si l'Afrique se développe, tout le monde comprend leur politique. Mais dans ce cas, ils ne peuvent plus prospérer dans ce qu'ils sont en train de faire en Afrique. C'est une question de gouvernance, la mauvaise gestion. Aujourd'hui, dans nos États, il est de plus en plus question de lutte contre la corruption, ce qui prouve que c'est un phénomène qui gangrène nos économies. Mais au-delà de la gouvernance, je vois également le problème du côté des conflits. Aujourd'hui, le temps, l'énergie qu'on fournit dans le cadre de la lutte contre les conflits, les guerres, si toutes ces énergies étaient focalisées sur l'amélioration des conditions de vie des populations, ce qui est sûr, on allait trouver d'autres résultats encore beaucoup plus probants. Par rapport à ces domaines économiques, nous pourrons un peu nous référer au secteur santé, au volet éducation, au volet agriculture. Il y a beaucoup d'autres volets en fait qu'on pourrait citer. En fait, c'est des volets qui peuvent directement permettre à l'Afrique d'accroître, qui peuvent permettre à l'Afrique de faire son développement. Mais malheureusement, ces volets n'ont pas été pris en compte, n'ont pas été directement dirigés par les autorités compétentes, les autorités de tutelle. Donc, en conséquence, on dirait que ces volets ont été un peu relâchés parce qu'ils n'ont pas pu faire l'objet de véritables débats, de véritables consensus. Voilà. Monsieur Gueye, oui. Vous qui représentez sur ce plateau la jeunesse de notre continent, quelle réaction vous avez après avoir suivi ce micro-trottoir dans votre avis? Ok, merci bien. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'invitation à ce débat important au regard du thème de ce soir, mais aussi remercier vos téléspectateurs qui sont très nombreux à travers le monde qui nous regardent. Je voudrais dire que, comme vous l'avez constaté, les avis sont partagés
mitigé par rapport à la question des objectifs du millénaire pour le développement. D'aucuns pensent que c'est des objectifs qui ont été fixés par les Nations Unies, mais ce n'est pas des objectifs qui ont été fixés par les Nations Unies, c'est des objectifs qui ont été fixés par les pays membres des Nations Unies. Donc parmi les pays membres, il y a à peu près tous les pays africains qui ont pris part à la définition de ces objectifs-là. C'est vrai que dans le cadre de la définition, il n'y a pas eu de concertation à la base, mais nos dirigeants, nos chefs d'État, avec leur staff technique, se sont réunis et ont pensé qu'il fallait dégager des objectifs globaux qui concernent tout le monde et qui peut rendre le monde meilleur. Donc, je pense que c'est important de le préciser, parce que certains pensent que c'est l'Occident qui a fixé ces objectifs-là. C'est tout le monde. Le premier point. Le deuxième point, je pense qu'il y a un des intervenants qui a parlé du fait que les Occidentaux ne veulent pas que l'Afrique se développe. Donc moi je pense que le développement de l'Afrique dépend des Africains. Je pense qu'il faut, même si on a tendance à croire que l'Occident ne veut pas notre développement, cela doit être un élément stimulateur pour que les Africains prennent leur destin en main. Personne ne développera l'Afrique sans les Africains. Il faudrait qu'on soit conscient du premier jusqu'au dernier africain, qu'on soit conscient que notre destin c'est dans notre main, ce n'est pas dans la main de quelqu'un d'autre. Donc notre développement dépend de nos engagements, dépend de notre sérieux, dépend de notre discipline pour aller de l'avant. Donc je pense que c'est très important. Il faudrait que nous parvenions, nous les Africains, nous de la nouvelle génération des Africains, que nous parvenions à nous débarrasser de cet pessimisme pour que nous puissions dire que c'est possible. Par nous, nous pouvons développer l'Afrique. Par nous, nous pouvons développer nos pays. Très bien. Évidemment, on dit que aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre des années. Et je vois que vous avez tout l'enthousiasme de la jeunesse, ce qui est une excellente chose. Vous avez déjà abordé la première question que j'allais vous poser, parce qu'il faut que nos téléspectateurs comprennent d'où viennent les OMD. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer un peu pourquoi les OMD et pourquoi ceux-là en tant qu'objectif? Oui, au fait, les OMD ont été lancés... Je vais dire ça parce que peut-être qu'il y aurait pu avoir d'autres objectifs. Oui, exactement. Pourquoi ceux-là, précisément? Exactement. Je voudrais dire que ces objectifs ont été fixés au regard des nombreux échecs des programmes au niveau des Nations Unies qui concernaient l'Afrique, au niveau même des programmes que les Africains eux-mêmes mettaient en place. Donc, il est apparu nécessaire pour, en septembre 2000, pour 191 pays et bien d'autres organisations, de dire qu'il faut qu'on aille maintenant vers des objectifs globaux. C'est-à-dire des objectifs globaux qui nous permettent, dans lesquels chaque pays pourrait éventuellement se reconnaître. Au lieu de fixer un ou deux objectifs, ils se sont convenus sur 8 objectifs que vous avez si bien rappelés, dont le premier point est la lutte contre la pauvreté et l'extrême pauvreté, et le 8e objectif, c'est de mettre en place un partenariat mondial pour le développement. Donc, cela voudrait dire que c'est nos États, nos dirigeants qui se sont réunis et qui ont estimé qu'il fallait aller vers l'harmonisation des projets et programmes. Mais est-ce que tous les pays du monde ont les mêmes problèmes? Est-ce qu'on peut appliquer à 193 pays, puisqu'ils étaient 193 lorsqu'ils se sont réunis, est-ce qu'on peut leur appliquer comme ça systématiquement et de manière bureaucratique des objectifs communs? Exactement, ces objectifs-là ont été fixés de façon bureaucratique parce qu'aujourd'hui, au regard des résultats auxquels les uns et les autres sont parvenus, dans le cadre de la révision des OMD post 2015,
il a été organisé des concertations à la base pour que les populations puissent définir des objectifs. Donc ça a été une insuffisance qui a été constatée dans le cadre de l'élaboration de ces objectifs. Est-ce que c'était une insuffisance ou est-ce que c'est le résultat d'une démarche idéologique? Ça peut être le résultat d'une démarche idéologique dans la mesure où le plus souvent tout est réfléchi en haut sans pour autant tenir compte des préoccupations de la base. Donc cela a amené nos dirigeants en septembre 2000 à fixer ces 8 points, ces 8 objectifs, ces 19 cibles et ces 61 indicateurs qui permettent selon eux à parvenir à un monde meilleur, débarrassé de la pauvreté, où les mères peuvent donner naissance sans perdre la vie. Donc c'est des objectifs comme ça qui ont été fixés et qui ont, je l'avoue, boosté au niveau de certains pays des programmes, des projets pour le bien-être des populations, pour le bien-être du monde. D'accord, M. Gueye, mais tout à l'heure je vous demandais est-ce qu'il ne s'agissait pas d'une démarche idéologique, parce que en réalité quand on regarde les 8 objectifs en question, on sent de manière sous-jacente qu'il s'agit d'une démarche entre guillemets humanitaire. On est beaucoup plus dans l'humanitaire en réalité que dans le développement. Parce que lorsque vous dites réduire la pauvreté, le concept même de réduction de la pauvreté, moi, me pose un problème. Pourquoi n'avoir pas dit combattre? C'est différent de réduire. Donc c'est un exemple que je donne. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est celui de la scolarisation universelle. Assurer l'éducation primaire pour tous. Voilà. Alors que l'éducation supérieure... alors très bien. Voilà. Donc, vous voyez pourquoi je pose la question. C'est pour vous dire que... Je suis un peu... D'abord, il faut noter deux choses. Ces objectifs-là ne sont pas exclusifs. Tout n'est pas dedans, tout n'a pas été pris en compte. Peut-être que même leur formulation n'a pas été bien suffisante. N'a pas été bien suffisante. La deuxième chose, c'est que ces objectifs-là qui ont été fixés répondent de façon globale à la situation du monde de façon générale en 2000. Aujourd'hui, la pauvreté, en 2000, ils ont estimé qu'il y avait une grande pauvreté, qu'il fallait réduire la pauvreté. Vous avez dit, pourquoi ne pas dire combattre la pauvreté? Peut-être ils auraient dû assurer l'éducation primaire pour tous, alors que nous savons que c'est une préoccupation, l'éducation dans son ensemble. L'enseignement supérieur, l'enseignement secondaire, l'enseignement primaire, donc l'éducation, mais ça a des des cibles et des indicateurs. Donc il y a des sous-objectifs qui sous-tendent tout ça. Réduire la mortalité maternelle et infantile, améliorer la santé maternelle, combattre le VIH-Sida, le paludisme, et on est là, votre mot combattre, et d'autres maladies, assurer un développement durable et mettre en place un partenariat. Donc c'est des objectifs globaux. Alors dites-moi de façon générale qui permettent au pays de tendre vers le développement. Alors, justement, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il aurait fallu attendre les Nations Unies pour fixer des objectifs qui, du point de vue des pays africains, par exemple, relèvent et ne relèvent que de la gouvernance nationale? Je m'explique. Réduire l'extrême pauvreté et la faim. On a besoin d'attendre les Nations Unies pour ça? Non. J'arrive. Je continue si vous permettez. Assurer l'éducation à tout le monde. On n'a pas besoin des Nations Unies pour ça. Ça relève de la responsabilité de nos États. Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Réduire la mortalité infantile. Améliorer la santé. Moi, je ne vois pas dans ces 8 objectifs, à part le 8e, peut-être, je ne vois pas parmi ces 8 objectifs ce qui nous impose le leadership
des Nations Unies. Je ne comprends pas pourquoi les États africains, eux, ne considèrent pas que ça, ou tout au moins l'Union africaine. Mais je ne vois pas pourquoi on va jusqu'aux Nations Unies pour ce qui relève de la gestion quotidienne des responsabilités d'État. D'abord, il faut comprendre que les Nations Unies, c'est nous tous. Oui, enfin, c'est nous tous. C'est nous tous. Les Nations Unies, c'est nous tous. Et il faudrait comprendre que c'est des objectifs globaux. Aujourd'hui, dans chaque pays, il y a des programmes nationaux qui interviennent dans tel ou tel domaine. Le fait de l'amener à un niveau supérieur permet de mieux cadrer les interventions et de mieux mobiliser les ressources pour impacter sur ces différents objectifs. Sinon, dans chaque pays, au niveau de chaque sous-région, au niveau de chaque région, au niveau de l'Union africaine, il y a le NEPAD. Et le NEPAD, on en est où? Voilà, il y a des initiatives. Il y a des initiatives. Mais exactement, c'est l'échec de ces initiatives-là qui ont amené les nations à se mettre ensemble, à se dire, il faut que nous conjuguions nos énergies, nos efforts, nos moyens pour essayer de fixer des objectifs et mettre en place des mécanismes dans le but de les atteindre. Je ne dis pas que ces objectifs-là sont parfaits. Loin s'en faut. Nous, les jeunes, nous pensons qu'il y a beaucoup d'insuffisance par rapport à la formulation de ces objectifs. C'est pourquoi notre organisation, le réseau des organisations des jeunes leaders des Nations Unies pour l'atteinte des OMD, qui a été lancé en 2004 et qui est un mouvement mondial sous l'impulsion du Dr Djibril Diallo, qui est actuellement conseiller du directeur exécutif de l'ONU-SIDA, a mené beaucoup d'actions et d'initiatives allant dans le sens de dire attention, les objectifs du millénaire pour le développement que vous vous êtes fixés, c'est-à-dire à l'adresse des dirigeants du monde, des dirigeants africains, ne sont pas en train d'être atteints. On va y arriver. Voilà. On va y arriver, M. Gueye. Je vais juste citer quelques éléments, puis nous allons prendre notre premier duplex depuis Dakar. Mais je vais donner quelques informations que vous avez probablement, mais surtout à nos téléspectateurs. Alors, dans le rapport 2014 des Nations Unies sur justement les OMD, voilà ce qu'on peut retenir. La proportion des personnes vivant dans une extrême pauvreté a été réduite de moitié au plan mondial. La cible de réduction de la pauvreté aurait été atteinte 5 ans à l'avance, d'après les Nations Unies. Plus de 2 milliards de personnes ont accédé à des sources d'eau potable améliorées. Entre 2000 et 2010, les taux mondiaux de mortalité dus au paludisme ont diminué de plus de 25%. Les taux de mortalité dus à la tuberculose seront vraisemblablement réduits de moitié d'ici 2015 par rapport au niveau de 1990. La proportion d'habitants de taudis dans les cités et les métropoles du monde en développement diminue. Dans les pays en développement, la proportion de personnes sous-alimentées a diminué de 23,2% en 1990-1992 à 14,9% en 2010-2012. Voilà quelques éléments d'information sur lesquels nous allons revenir tout à l'heure, mais qu'il fallait donner à nos téléspectateurs et qui sont extraits du rapport 2014 exactement, des Nations Unies. Très bien. Nous allons à Dakar. Nous allons prendre à Dakar M. Dambélé pour un duplex. Alors, M. Dambélé est président de l'Africaine de recherche et de coopération pour l'appui au développement endogène, ARCAD. Bonjour, Monsieur Demba Moussa Dambélé, depuis Dakar. Bonjour, Monsieur Mariko. Dites-nous, Monsieur Dambélé, d'où vient l'idée des objectifs du millénaire pour le développement? Bon, les OMD sont venus après une décennie ou 2 décennies, je dirais, au cours desquelles ce qu'on a appelé les politiques néolibérales ont dévasté beaucoup de pays
notamment les pays africains, à travers les programmes d'ajustement structurel imposés par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Donc on a constaté l'explosion de la pauvreté dans les pays africains et dans quelques pays d'Amérique latine et même d'Asie où ces politiques ont été appliquées. Et avant d'arriver aux OMD qui avaient été adoptés par les Nations Unies en septembre 2000, il y avait eu des sommets que les Nations Unies ont organisés, par exemple le sommet social de Copenhague, pour essayer de rectifier un peu le tir sur le tout libéralisme qu'imposaient les programmes d'ajustement structurel. Et je crois que c'est à cause de cela que les Nations Unies se sont dit, écoutez, il faut qu'on change un peu de cap. Et on est venu donc à l'adoption des OMD en septembre 2000. Alors, M. Dambélé, comment définiriez-vous, si je vous le demandais, les origines idéologiques de l'identification et de la fixation des OMD, justement? Moi, je fais partie de ceux qui ont critiqué la logique des OMD et les instruments qui ont été proposés pour atteindre les OMD. Et nous avons écrit dans des revues depuis quelques années de cela pour dire que les OMD, en fin de compte, sont dans la logique du néolibéralisme. Parce que c'est les politiques de privatisation, c'est les politiques de libéralisation du commerce, ce sont les politiques d'austérité qui sont proposées. Et surtout, ce sont des institutions comme la Banque mondiale, le FMI, l'OMC, finalement, qui sont chargées de l'application des OMD. Donc rien n'a changé. Et d'ailleurs, dans les pays africains, les politiques qu'avaient imposées la Banque mondiale et le FMI n'ont pas du tout changé par rapport aux OMD. Et si bien que donc, les mêmes politiques ne pouvaient pas aboutir à des objectifs différents. Et le deuxième problème, c'est que les pays développés avaient promis de mobiliser des ressources pour les pays du Sud. Cela n'a pas été le cas. On a vu année après année ce qu'on a appelé l'aide publique au développement pratiquement s'effriter. Et après la crise de 2008, la crise financière internationale de 2008, les pays occidentaux se sont plus penchés sur leurs propres problèmes plutôt que sur les problèmes des pays du Sud. C'est cet ensemble-là qui explique que donc la majeure partie des OMD ne seront pas atteints. Alors, ma dernière question, M. Dambélé, un de nos téléspectateurs a dit 2015, c'est demain. Alors, post-2015, qu'est-ce qui va se passer? Comment voyez-vous les OMD post-2015? Bon, post-2015, je crois que les Nations Unies se sont rendues compte que les objectifs du millénaire ne seront pas atteints. Donc, cette fois-ci, au lieu de dire on va encore essayer 15 autres années, ou 20 autres années, ou 30 autres années, tout le monde s'est dit il vaut mieux ne pas fixer d'horizon. Et c'est pourquoi on dit post-2015, parce que l'horizon des OMD, c'était en 2015. Alors, post-2015, ça veut dire que c'est un horizon infini. Et plus personne ne reprochera aux Nations Unies de dire vous avez dit en 30 ans, vous avez éradiqué la moitié de l'extrême pauvreté, etc. Mais les Nations Unies pourront dire c'est post-2015. Donc, il n'y avait pas d'horizon défini. Mais pour moi, c'est une sorte de distraction. Parce que si on continue les mêmes politiques, même d'ici l'an 3000 ou l'an 4000, rien ne changera. Ce qu'il faut changer, c'est le paradigme de développement. C'est le capitalisme tel qu'il a été vécu depuis 5 siècles. C'est cela qu'il faut changer. Et même dans les pays développés aujourd'hui, on s'interroge sur la nature du capitalisme, a fortiori dans les pays du Sud. Et beaucoup de pays en Amérique latine notamment ont commencé à prendre un autre chemin et les résultats ont été très probants, même par des critiques qui n'aiment pas ce que faisaient les Chavez et autres, reconnaissent aujourd'hui qu'il y a des résultats tangibles sur le plan du développement économique et sur le plan du développement social. Donc, il faut rompre avec le paradigme néolibéral et chercher d'autres voies de développement. Sinon, post-2015 ou post-2030, ça n'aboutira à rien, à mon avis. Merci, Monsieur Demba Moussa Dambélé, depuis Dakar, et bonne soirée à Dakar. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Gueye, oui, vous avez entendu Monsieur Dambélé.
Bon, moi... Qu'est-ce que vous avez retenu d'abord dans ces propos? Oui, j'avoue que moi je ne suis pas de la même vision que M. Dembélé. Oui. Je ne suis pas de la même vision que M. Dembélé parce que moi je suis de ceux-là qui pensent que les objectifs du millénaire pour le développement, bien que ne prenant pas en compte tous les aspects du développement, ont été une très bonne chose. Parce que ça a permis de réaliser des interventions dans le sens de la réduction de la pauvreté. Alors, justement, allons-y, monsieur Gué, dites-nous où en sont les pays africains aujourd'hui dans la dynamique de l'atteinte de ces objectifs-là. Parce que c'est ça qui va nous permettre de savoir où nous en sommes. Exactement. Vous savez, les différentes rencontres de concertation ou d'activités ou d'actions de plaidoyer que nous avons organisées au niveau de notre réseau, le Rojalnu OMD, nous ont permis de savoir que c'est vrai, les objectifs ne seront pas atteints. Les 8 ensemble ne seront pas atteints. Mais ça nous a permis de savoir que des progrès réels ont été faits dans certains de ces objectifs. Lesquels, par exemple? Par exemple, on ne peut pas dire... Non, les résultats varient d'un continent à un autre, je vous laisse d'un pays. Vous avez le loisir de prendre ce que vous voulez comme résultat. C'est ce que je vous demande. Par exemple, quand je prends dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida, au Mali, vous prenez... Je prends par exemple l'exemple du Mali. Vous prenez le sous-objectif par rapport à l'accès des PV VIH-Sida aux médicaments, la couverture sanitaire, des ARV, c'est en phase d'être atteint au Mali. Alors, je vais vous citer. L'accès à l'eau, on va s'en tenir, si vous permettez. Oui, l'accès on va s'en tenir. Non, vous ne pouvez pas. On va s'en tenir d'abord. On va s'en tenir au premier point que vous avez identifié. Je vous cite simplement le rapport des Nations Unies. C'est pas moi, Mariko, qui l'ai écrit. Je l'ai. Très bien. Alors voilà une phrase que je sors de ce rapport. La cible OMD d'un accès universel à la thérapie antirétrovirale d'ici 2010, pour ceux qui en ont besoin, n'a pas été atteinte. Non. Mais pourra l'être d'ici 2015 si les tendances actuelles se maintiennent. Oui. Si les tendances actuelles se maintiennent. Je vous rappelle qu'on est sur la même longueur d'onde. Oui, on est sur la même longueur. Alors, je vous rappelle qu'il y a eu des avancées. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit aucun pays africain ne va atteindre ces 8 points. Mais par rapport à certains points, il y a eu des avancées. Et ces avancées, c'est réel. C'est visible. Il y a plus. Aujourd'hui, quand vous prenez l'enseignement primaire dans certains pays, le taux a augmenté. Ça, c'est une réalité. Oui, sauf que je vous ai dit dans mon introduction, sauf que je vous ai dit dans mon introduction, je ne dirais pas que la pauvreté, que 2 enfants sur 5 qui sont scolarisés en Afrique en 2010 ne finiront pas le cycle primaire. Exactement. De toutes les façons, je pense qu'il y a eu des améliorations dans certains points de ces objectifs. Ça a permis au pays d'être beaucoup plus regardant sur ça a ouvert les yeux, non seulement des populations, mais aussi des pays. C'est pourquoi notre mouvement a été lancé en 2000 pour non seulement faire la pression pour aller vers l'accélération des objectifs du millénaire pour le développement, mais aussi à travers nos propres initiatives, nos propres actions, accompagner l'atteinte de ces objectifs. Vous pensez que les populations africaines savent ce que c'est que les OMD? Justement, les populations africaines ne sont pas suffisamment informées par rapport aux objectifs du millénaire. Oui, vous dites suffisamment, ça veut dire qu'elles sont informées, mais pas suffisamment. Moi, je pose le principe même de leur information. Pas suffisamment informées. Les populations ne sont pas suffisamment informées de ces objectifs. C'est l'une des insuffisances qui a été prise en compte dans le cadre de la formulation des OMD post-2015. Qui a consisté maintenant pour les Nations Unies à dire qu'il ne s'agira plus pour les chefs d'État, les dirigeants du monde de se réunir et de fixer des objectifs, mais d'engager plutôt des concertations au niveau des pays pour que la réflexion puisse être faite par rapport à l'évaluation de ces objectifs qui ont été fixés et où il faut saluer des efforts qui ont été faits pour l'atteinte de ces OMD. Même si aucun pays africain ne peut atteindre même un seul objectif, mais des efforts ont été faits. Il faut faire le point et ensuite, il faut recueillir
la vision des populations pour que les nouveaux objectifs qui vont être fixés puissent prendre en compte les besoins réels des populations. Par rapport à ces objectifs-là, je vous signale 2 cas. Aujourd'hui, la question de paix et de sécurité est une préoccupation, ce n'est pas dans ces objectifs-là. C'est le point justement que j'allais soulever. J'allais vous dire, le positionnement des jeunes, ne sont pas spécifiquement pris en compte dans ces objectifs. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas quelque chose de parfait. Mais mais on ne cherche même pas la perfection. Voilà. Tout ce qu'on dit, tout ce que nous disons, c'est est-ce que ces objectifs-là auraient dû être fixés tels qu'ils l'ont été? Est-ce que ce sont eux les plus pertinents? J'ai dit non. Et puis où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Maintenant, il y a une question que je vous ai posée à laquelle vous n'avez pas répondu. Je vais revenir là-dessus par le biais d'une autre question. Qui finance l'atteinte des objectifs? Vous savez, il y a d'abord par rapport à l'intervention d'abord de M. Dambélé, c'est vrai, il pense que c'est encore le néolibéralisme qui s'installe et autres là. C'est pas vrai. Ou il pense que c'est pour encore c'est pas vrai. Encore embrigader l'Afrique. Non, nous, on ne doit pas se mettre dans cette vision-là. Nous devons nous mettre dans la vision selon laquelle l'Afrique sera faite par les Africains. Qui finance pour l'Afrique l'atteinte des OMD? Répondez à cette question-là. C'est ça que je vous demande. Qui finance? Ça vient d'où le financement? Non, le financement des OMD, c'est un financement global. Ça vient des partenaires au développement, ça vient des pays, ça vient des pays, de la contribution des pays, et ça vient des partenaires au développement. Alors, l'aide publique au développement est en baisse de 13%. Exactement. Et les Nations Unies, dans le même rapport que je cite, disent que ça va continuer à décroître, à diminuer, parce que les pays donateurs, je termine, parce que les pays donateurs eux-mêmes sont confrontés à des difficultés telles que de point de vue conjoncturel. Exactement. Et ils sont coincés dans cette démarche qui n'a rien d'humanitaire. Alors, à partir du moment où l'aide, puisque c'est en réalité l'aide qui permet d'atteindre des objectifs, à partir du moment où cette aide-là diminue et va continuer à diminuer, c'est ce que disent les Nations Unies. Exactement. Qui va financer post-2015? Exactement. C'est la raison pour laquelle il est important que les pays africains, que les Africains sachent que personne ne fera l'Afrique à leur place. Et que nous-mêmes, de par nos mécanismes internes, nous devons répondre aux problèmes de l'Afrique. Nous devons répondre aux problèmes de l'Afrique. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est vrai, l'aide au développement diminue. Ceux-là qui viennent nous aider eux-mêmes ont des problèmes. Mais parce que vous pensez qu'ils nous aident? Non, c'est là qui venaient nous aider et même ils ont des problèmes. Donc c'est pourquoi aujourd'hui l'Afrique doit prendre son développement en charge. L'Afrique doit chercher à régler ces problèmes de malgouvernance. Mais il n'y a que de la corruption et de la malgouvernance. Comment voulez-vous que ces gens-là s'occupent de ces problèmes-là? Exactement. Il faut lutter contre la mauvaise gouvernance. Oui, mais vous faites quoi, vous les jeunes là? C'est parce qu'on dit que c'est vous l'avenir là. Qu'est-ce que vous faites? Il faut lutter contre la mauvaise gouvernance. Oui, mais comment vous faites? J'y arrive. Il faut lutter contre la mauvaise gouvernance. D'accord. Il faut améliorer la structuration de notre propre développement. Il faut lutter contre la corruption et il faut faire en sorte que nos pays soient stabilisés politiquement pour qu'on puisse amorcer le développement. Comment il faut y arriver? Mais comment? Voilà. Comment il faut? C'est ma question, ça. Il faut pour y arriver, il faut une société civile forte. C'est-à-dire vous? Il faut une société civile forte, une société civile qui peut interpeller, qui peut dire la vérité et qui peut aussi se positionner contre telle ou telle prise de position pour que les choses changent. Vous le faites? Parce que c'est de la théorie là, M. Gueye. Nous sommes en pleine théorie. Nous le faisons parce que de plus en plus, des voix s'élèvent contre certaines pratiques. Moi, je ne les entends pas. La lutte contre la corruption, des voix s'élèvent. L'instabilité due aux élections. Des voix, ça continue. Les présidents s'accrochent partout au pouvoir. Ça continue. Les gens luttent contre. Les gens ne se laissent plus faire. Remarquez ce qui se passe. Les gens ne se laissent plus faire. Les gens prennent des positions contre aujourd'hui la mauvaise gouvernance qui est
en tout cas la cause de tous les maux que nous mais avons ça ne change rien. Aujourd'hui en Afrique. Oui, mais les gens prennent position, vous dites, mais ça ne change rien. Ça ne change rien. Qu'est-ce que votre pays, par exemple le Mali, qu'est-ce qu'il met dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement? Dites-nous ça, par exemple. Non, le Mali, c'est que le Mali met dans l'atteinte des OMD au niveau de notre pays. C'est vrai, le Mali n'atteindrait pas les OMD, mais il y a eu des progrès dans un certain nombre de domaines. Il y a des programmes qui sont mis en œuvre aujourd'hui par rapport à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement à travers le cadre stratégique de croissance pour la lutte contre la pauvreté qui est à sa 3e génération et à travers lequel des actions sont menées par rapport à l'atteinte de tel Vous avez l'impression que la pauvreté diminue au Mali, dans votre pays? Est-ce que sérieusement vous avez cette impression? Le Mali d'aujourd'hui, la pauvreté ne diminue pas, au contraire. Au contraire, ça s'aggrave à cause de la crise, à cause de tout ce qui se passe. La mauvaise gouvernance, la corruption, la prédation. Les jeunes perdent de plus en plus leur emploi, même ceux qui étaient employés. Et puis beaucoup meurent dans le désert et dans la Méditerranée. Tout ça, c'est parce que nos pays ne mettent pas en place des politiques et des programmes, en tout cas cohérents, qui répondent aux besoins des Africains. Pourquoi? Parce qu'ils sont beaucoup plus regardants par rapport aux partenaires au développement, aux exigences des partenaires au développement. Et cela doit cesser. Et cela ne peut cesser que nous, les Africains, si nous prenons, nous sommes convaincus que notre développement dépendra de nous-mêmes. Si nous sommes convaincus, cela dépend aussi de la population, le niveau de d'éducation de la population. Très bien. Le niveau d'éducation de la population permet à la population de faire un choix éclairé, de prendre des dirigeants responsables, des dirigeants qui pensent au pays, qui peuvent oser, qui peuvent mobiliser les populations pour le développement. Je vais vous lire un extrait du rapport 2014 des Nations Unies et aussi pour nos téléspectateurs. En Asie du Sud, les taux de pauvreté ont diminué de 1% en moyenne par an, passant de 51% en 1990 à 30% 2 décennies plus tard, c'est-à-dire en 2010. En revanche, le taux de pauvreté en Afrique subsaharienne n'a diminué que de 8% sur la même période. Comment vous expliquez ça? Oui, c'est-à-dire, on explique par aujourd'hui la croissance. Hein? C'est la croissance qui crée l'emploi et c'est ça qui crée la richesse. Et c'est avec cette croissance qu'on peut développer les pays. L'Afrique, l'économie africaine ne croît pas. Depuis des années, on tend dans la plupart de nos pays vers une croissance de 7%. Jusqu'à présent, on n'y arrive pas. Donc, s'il n'y a pas de croissance, il ne peut pas avoir de développement. Donc, c'est le manque de croissance. Et aussi, il faut remarquer que, c'est vrai, il y a une grande, quelqu'un l'a signalé, il y a une grande démographie en Afrique. La croissance ne suit pas la démographie. Oui, mais la maîtrise de la démographie relève de politiques publiques. Exactement. Alors, tout le monde. Mais du changement de comportement aussi des populations. Oui, mais le changement de comportement de population est induit par une politique publique dans ce sens. Exactement. Alors, exactement, on est d'accord. Si cette politique publique n'est pas mise en œuvre, il ne peut pas avoir de contrôle du flux démographique et il ne peut pas aussi avoir de croissance. Donc, ça revient à la même chose. CQFD. C'est CQFD. D'accord, M. Gueye. Nous allons passer à un autre aspect de notre problématique. Et je vous cite encore le rapport de 2014 des Nations Unies. L'Afrique subsaharienne est la seule région où le nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté a régulièrement augmenté. Régulièrement augmenté. Passant de 299 millions en 1990 à 414 millions en 2010,
ce qui représente plus du tiers des personnes vivant dans la misère dans le monde en général. Ça, ce sont des chiffres de 2010. Je peux vous dire qu'en 2013, les mêmes Nations Unies estiment qu'il y a 458 millions de personnes qui sont concernées. Oui, c'est en Afrique au sud du Sahara qu'il y a énormément de problèmes liés non seulement à la lutte contre le VIH-Sida, à la pauvreté, mais aussi aux conflits armés. Aux conflits armés, aux crises sécuritaires, aux crises politiques, aux crises identitaires. Donc tous ces facteurs-là contribuent de façon drastique à augmenter le taux de la pauvreté, le taux de dépendance de ces pays-là. Donc c'est des maux contre lesquels nous devons tous nous lever et lutter contre. Très bien. Nous allons essayer de prendre notre second duplex à partir de Niamey, où nous devons avoir en principe au téléphone M. Nou Arzika. Bonsoir M. Nou Arzika. Est-ce que vous êtes en ligne? Non, nous n'avons pas M. Nou Arzika pour le moment. Nous allons donc continuer, M. Gueye. Alors, moi, je voudrais vous poser la question suivante. Alors, moi, j'ai cité beaucoup de chiffres. Et dans le rapport, il y a beaucoup de chiffres. Beaucoup de statistiques, beaucoup de... Alors, quel est le degré de fiabilité? Oui, d'accord. Quel est le degré de fiabilité de toutes ces données-là? Vous savez, ça vient d'où? Vous savez, ces données viennent chaque année ou chaque 2 ans selon les pays. Il y a un rapport de suivi de mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement. Un rapport des Nations Unies? Non, pays. Un rapport pays. Le Mali est actuellement à son 3e rapport. L'élaboration a commencé ce mois-ci. Il y a eu un comité de pilotage au niveau du CSLP dont notre organisation est membre. Et chaque année, les pays organisent des concertations, ils recueillent des données statistiques qu'ils collectent et envoient au niveau des Nations Unies. Et il y a la division statistique des affaires étrangères et sociales des Nations Unies qui publie chaque année un rapport sur les OMD sur la base des données pays. Maintenant, et ce qui est important à signaler, c'est que le plus souvent, ces données ne reflètent pas la réalité. Nous-mêmes, en tant que jeunes, nous contestons le plus souvent ces données qui sont publiées. Pourquoi? Oui, parce que quand vous dites la pauvreté a diminué, sur quelle base? C'est la question que je pose. On estime que la pauvreté a diminué, on ne le sent pas. Est-ce que c'est par rapport à la croissance? Est-ce que c'est par rapport aux revenus par habitant? On est à moins de 1,25 $ par jour, par personne. Donc, il n'y a pas les statistiques ne sont pas le plus souvent, ne reflètent pas la réalité des choses. Cela ne constitue pas pour nous des motifs à ne pas accélérer la cadence par rapport aux objectifs du millénaire pour le développement. Nous pensons que ces rapports, c'est des indications qui donnent une certaine des informations par rapport à tel ou tel point. Mais nous pensons que le plus souvent, ces rapports envoyés par les pays, parce qu'il n'y a pas d'enquête approfondie qui permettent de mesurer cela. Mais c'est des indicateurs, des données que les cadres fournissent et qu'on envoie au niveau des Nations Unies. Alors que c'est-à-dire qu'en réalité, la fiabilité de ces chiffres-là est sujet à caution. Très bien. Alors, je vais donner deux autres informations extraites, toujours du rapport, pour la bonne gouverne de nos téléspectateurs. Le nombre de personnes déracinées suite à un conflit ou à une persécution dans le monde, en 2012, s'élève à 45,1 millions de personnes. C'est-à-dire que 45,1 millions de personnes dans le monde sont déplacées soit en raison de persécution, soit en raison de conflit. Premier élément. Deuxième élément que je vais donner, c'est qu'en Afrique subsaharienne, un enfant sur 9 meurt avant l'âge de 5 ans.
soit 16 fois plus que la moyenne dans les pays développés. Oui, c'est des données qui donnent des indications par rapport à l'étendue des problèmes en Afrique, par rapport aux défis à relever, non seulement par les dirigeants, mais aussi par les populations, mais aussi par les acteurs au développement. Donc nous pensons que tous ces conflits-là, toutes ces crises politiques et sécuritaires ne font que accentuer davantage la souffrance des populations. Et aujourd'hui, il est quand même important qu'il y ait une mobilisation générale par rapport à la stabilité des pays. Parce que tant qu'il n'y a pas de stabilité, il ne peut pas avoir de développement. Tant qu'il n'y a pas de paix, il ne peut pas avoir de développement. Et ces déplacés-là, qui se déplacent de pays à pays, constituent en tout cas des cibles pour les maladies, les IST, le VIH-Sida. Aujourd'hui, malheureusement, en Afrique, on a Ebola. Et la pire des maladies qui est l'intégrisme politico-religieux. L'intégrisme politico-religieux, si ça prospère, c'est parce que cela trouve un terrain de prédilection, les jeunes. Et si les jeunes tombent dans ça, c'est parce que les jeunes n'ont pas d'emploi. Les jeunes souffrent, les jeunes perdent l'emploi et que les États n'arrivent pas à répondre à ces préoccupations des jeunes. C'est pourquoi d'ailleurs notre organisation, en janvier, nous avons organisé un grand sommet, le 4e sommet panafricain des jeunes leaders à Dakar, sur le chômage des jeunes. Parce que nous avons estimé que c'est une préoccupation aujourd'hui nationale, continentale et même mondiale, mais qui est beaucoup plus accrue en Afrique. Et pour laquelle il faut une réponse immédiate. Très bien, M. Gueye. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Je vous remercie beaucoup de nous y avoir accompagnés et d'avoir apporté votre contribution à éclairer la lanterne des téléspectateurs d'Africab Télévision. C'est moi qui vous remercie. Je voudrais tout simplement dire que aujourd'hui, dans le cadre de la nouvelle formulation des objectifs du millénaire pour le développement, la réflexion est lancée au niveau des populations pour que des points spécifiques tels que les TIC, vous avez donné des données par rapport aux TIC qui ne sont pas beaucoup utilisés en Afrique. 20%. Les questions de paix et de sécurité doivent aujourd'hui paraître au niveau des objectifs du millénaire et il faut un objectif, c'est notre combat au niveau du réseau des organisations des jeunes leaders et au niveau du bureau de l'envoyé spécial des Nations Unies pour la jeunesse pour qu'il y ait un objectif spécifique pour la jeunesse. L'objectif 3 parle de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes, ce qui a fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de projets et programmes en faveur des femmes. Donc, autant pour les jeunes, je pense que c'est important que dans le cadre des OMD post-2015, que cela puisse paraître. Donc, encore une fois, je vous remercie, Africa, pour cette émission qui permet aux citoyens lambda africains de donner son point de vue par rapport au développement de notre continent. Merci, Monsieur Gueye. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, est-ce que l'urgence humanitaire est en train de devenir insidieusement permanente au Sahel? Vous savez, lorsqu'on dit l'urgence, la définition, c'est que c'est ponctuel et donc circonstanciel. Mais nous constatons de plus en plus que les urgentistes humanitaires sont à demeure au Sahel. Alors que, vu toutes les crises que nous avons vécues, le principe de résilience aurait dû faire que précisément nous en sortions. Alors que nous constatons que, en fait, les choses s'aggravent, au contraire. Pourquoi l'urgence humanitaire devient-elle permanente au Sahel? Je vous invite à en discuter vendredi prochain si vous le voulez bien. Et comme vous le savez, vous pouvez nous transmettre vos idées, vos questions, vos observations au 00223 44 20 80 80, vos SMS au 00223 74 22 59 73, vos mails à votre avis @africabtelevision.com.
Merci de continuer à nous faire confiance. Excellente soirée chez vous et à vendredi.